L'heure de pointe, les actus du jour. Bonjour à toutes et à tous, j'espère que vous allez bien. Je me présente, je m'appelle Rita. Je suis actuellement en 2e année de master d'intervention et de développement social à l'université de Rennes 2, mais également en stage à la Maison des Migrations. Vous vous dites certainement, la Maison des Migrations, c'est quoi ? Eh bien, nous sommes une association multiculturelle dont l'objectif est de créer un lieu ressource inclusif et convivial sur le territoire rennais par et pour les personnes concernées par l'exil, c'est-à-dire les personnes exilées, les bénévoles, ainsi que les professionnels de l'accueil et de l'accompagnement. Nous voulons contribuer à une société accueillante dans laquelle chaque être humain est considéré comme un ou une citoyenne dont la dignité, l'identité, la culture, les droits et les compétences sont reconnus et garantis. Vous êtes actuellement en train d'écouter la 3e émission des Goûtèmes radiophoniques. Et donc aujourd'hui, pour cette émission, sur l'heure de pointe, nous allons débattre ensemble sur la question de l'intervention sociale auprès de personnes en situation d'exil. Le travail social emploie des pratiques et des normes bien spécifiques et en plus, chaque association, chaque poste ou mission va en avoir des différentes. Aujourd'hui, j'ai eu envie de raconter et d'en apprendre plus sur ces expériences professionnelles. Et puis, exceptionnellement, sur cette émission, j'ai envie de prendre part au débat et de raconter également mon expérience ainsi que mon ressenti sur la question. Comme vous le savez, sur les Goûtèmes radiophoniques, je suis toujours accompagnée de personnes riches en connaissances. Et donc, pour le débat d'aujourd'hui, nous sommes en compagnie de Marine, une camarade de promotion. Bonjour, comme l'a dit Rita, je suis en master IDS dans sa classe. Je suis spécialisée dans les projets collectifs et collaboratifs et actuellement je suis en alternance dans une association d'éducation populaire avec des jeunes adultes. On fait plein de projets collaboratifs, voilà. Alors, pour commencer ce débat, je propose dans un premier temps que chacune de nous raconte son expérience professionnelle pour que nous, ainsi que nos auditeurs, puissent situer nos propos. Donc Marine, tu peux commencer. Oui. Moi, ma première expérience, c'était quand j'étais en bac pro. Donc j'ai fait un stage mis bout à bout de 3 mois. Au Secours populaire, donc j'ai accueilli des personnes en grande précarité et parmi ces personnes, il y avait des personnes qui étaient concernées par l'exil. Et ma deuxième expérience, toujours dans la grande précarité, c'était en réinsertion, donc dans un chantier d'insertion par le travail de la terre. Et dedans, il y avait aussi un public qui était concerné par l'exil. Moi, pareil que Marine, j'ai également eu 2 expériences, surtout pendant le master. La première, c'était en Master 1, donc l'année dernière, avec Utopia 56. Donc c'est une association qui fait de l'hébergement d'urgence et de l'accompagnement pour des personnes exilées et des mineurs non accompagnés et non reconnus. Et la deuxième expérience, c'était cette année à la Maison des Migrations, dont je vous ai parlé juste un peu plus tôt. En tout cas, très bien. Merci beaucoup pour ton témoignage, Marine. En tout cas, on peut dire que tu as pas mal d'expérience dans le domaine et que ça va être fort intéressant de décortiquer le sujet. En premier lieu, j'aimerais bien que l'on aborde une question qu'à mon avis, beaucoup de professionnels du social se posent. C'est la question de la formation. Comme je l'ai précisé plus tôt, intervenir auprès de n'importe quel public demande d'être formé, et en particulier avec des personnes en situation d'exil. Marine, quel est ton avis et ton expérience sur la question de la formation dans les métiers du social ? Je pense que dans l'exil, dans le monde de l'exil, c'est surtout porté par des bénévoles. L'État est pas très présent sur cette question, donc c'est des associations qui s'en chargent. Et il faut former ces bénévoles, je pense, parce que la plupart des personnes qui sont en contact sont bénévoles. Et je pense qu'il y a plein de choses qui pourraient être améliorées par la formation des bénévoles, notamment sur les cours de français, où c'est toujours très scolaire, je pense, et que je pense que ça peut empêcher certaines personnes de venir de par le fait que ça soit très scolaire, même des personnes dont la langue maternelle est française. Et même au niveau de l'accueil, il y a plein de choses à connaître en fait, même en termes de médiation, parce qu'on est souvent confronté à des situations où il y a des problèmes entre les personnes qui sont accueillies. Donc on a besoin en fait de tout ça, même si on est bénévole. Et je pense qu'il faut qu'on s'organise et que
qu'on propose aux personnes exilées un vrai accompagnement formé, quoi. Même si on aimerait tous que tout le monde soit formé, mais je pense que de manière... au niveau du financement, c'est très compliqué. Mais je pense qu'il y a des petites choses à échelle associative qui sont possibles de faire. Par exemple, il y a plein d'assos qui peuvent se mettre entre elles et sur leur terrain d'expertise, quoi, s'auto-former entre elles, quoi. Ouais, complètement. Et puis on voit même aussi que, en dehors du fait que, ces associations-là sont beaucoup portées par les bénévoles, parce que comme tu dis, l'État est très peu présent, donc il y a très peu de moyens financiers pour créer des postes en fait pour des professionnels, mais que même quand il y en a, en fait, tu vois que, j'ai déjà fait l'expérience de professionnels qui n'étaient pas forcément formés à animer des ateliers, prendre en charge l'accueil de ces personnes, en fait, parce que ça demande un certain effort à faire sur soi au niveau de l'adaptation en fait, de l'animation, des techniques de facilitation, et que c'est hyper important de mettre ça en place parce qu'en fait, ça peut complètement biaiser l'accueil et ça peut mettre très mal à l'aise les personnes à certains moments, quoi. Oui, je pense que même dans la formation des professionnels, on n'est pas forcément très bien formé à la question des personnes allophones. Parce qu'il y a plein de techniques, en fait, quand on s'y intéresse un peu pour communiquer avec elles, les accompagner au mieux. Et vu qu'on a des formations un peu qui s'étendent sur plein de publics différents, des fois, c'est un public qui est soit oublié, soit on passe quelques heures dessus. Et en fait, ça mériterait d'être beaucoup plus travaillé. Je ne sais pas combien de formations sont spécialisées dans l'accueil des personnes allophones. Mais en tout cas, je pense que ça serait intéressant d'avoir plus de connaissances là-dessus, quoi. Bah ouais, on le remarque, même moi je trouve, dans le cadre de notre master même, en fait, on va traiter l'intervention sociale en général, puis on va se concentrer sur certains publics, mais en fait, je trouve que c'est un peu dommage qu'en fait on se concentre tout le temps sur les mêmes publics, donc surtout le travail social auprès de personnes en situation de handicap ou dans la protection de l'enfance, et qu'en fait on remarque beaucoup que les personnes exilées c'est un public qui est complètement délaissé, même au niveau des formations. Et moi je sais que personnellement, dans notre classe il n'y a pas énormément de personnes qui travaillent dans ce champ-là, on est 2. Et en fait, moi, ça m'a clairement manqué de ne pas être formée sur la question. Et en fait, j'ai dû me former directement sur le terrain. Mais sauf que ça peut aussi être très dangereux de faire ça pour soi, comme pour les personnes que l'on accompagne. Oui, je suis d'accord avec toi. Ça montre aussi comment, de manière générale, l'État et la société accordent une importance en fait, à l'accompagnement de ces publics. C'est toujours en fait, les derniers, quoi. On parle d'eux en dernier et pas longtemps. Et du coup, au niveau de la formation des professionnels, mais aussi des bénévoles, tout est en dernier. Et je pense que c'est important qu'on fasse des formations concrètes dessus, même qu'on s'organise entre associations, quoi, pour se former à l'accueil. Justement, en parlant de ça, ma prochaine question, c'était sur le fait que oui, on est d'accord que plus de moyens et de temps pour former les bénévoles pourrait clairement améliorer l'accueil et l'accompagnement des personnes. Est-ce que selon toi, c'est réellement faisable sur le terrain? Et si oui, par quels moyens concrets ça pourrait l'être? C'est faisable, mais c'est, je pense, un peu compliqué. En tout cas, au niveau du financement, il faudrait des grandes formations assez longues. Et il y a tellement peu de personnes, c'est tellement pas organisé pour l'instant que je pense que c'est compliqué. Mais c'est pour ça que je pense qu'il faut qu'on se tourne vers un mode qui est pas forcément sur l'argent. Donc on peut, je pense, se former entre associations. Je crois qu'à Rennes, il y a pas mal d'associations sur ce thème. Et je pense que ça doit déjà se faire. Mais moi, j'ai travaillé dans des endroits... j'ai travaillé en banlieue parisienne, assez reculée. Et la structure dans laquelle j'étais était l'une des seules à accueillir, en fait, et à être un peu spécialiste. Donc, si on doit s'appuyer sur les autres associations autour pour faire la formation, c'est un peu complexe. Et je pense que surtout dans ces endroits-là, un peu où il n'y a pas un gros tissu associatif sur le sujet, il faut absolument qu'on ait des moments pour se réunir, pour faire du lien entre nous, pour pouvoir s'organiser ensemble, quoi. Faut qu'il y ait vraiment une cohésion entre nous parce qu'on ne l'attend pas de l'État. Donc,
Ouais, et que même, du coup, dans ce cas-là, peut-être que la formation pourrait venir d'un côté participatif, tu vois, Ouais. genre intelligence collective, où on se réunit tous ensemble et qu'en fait, on s'apporte tous des petites clés. Parce que, mine de rien, les bénévoles ont quand même une expérience Ouais. de dingue sur la question. Et que, par exemple, les anciens bénévoles peuvent former les nouveaux bénévoles, parce que quand tu arrives, c'est vrai que c'est compliqué de trouver ses marques, de trouver les normes, de comment bien communiquer, etc., de ne pas faire de faux pas, tout ça. Et que, en fait, les anciens bénévoles, du coup, ils ont cette expérience-là. Et donc, peut-être que ça peut être fait de cette manière-là. Mais je pense que l'effort doit sincèrement être fait sur la question d'organiser et de mettre en place réellement des choses, parce que je pense que c'est bénéfique et que ce n'est clairement pas la demande qui manque. Je pense que les bénévoles seraient hyper partants pour justement en apprendre plus, quoi. Ouais, carrément. Justement, en parlant de ça, la prochaine question, c'était un peu sur des questions d'interculturalité. Parce que quand on travaille avec le public exilé, cette question est beaucoup amenée, elle est plutôt primordiale. Et du coup, ma question, c'était sur, à ton avis, comment accueillir l'interculturalité, bien la gérer surtout, et aussi faire gaffe à sa communication, sa manière de parler, en fait, pour ne pas dire des choses racistes, finalement. Ah. Oui, c'est important aussi, je pense, mais... Je réfléchis à la question. Selon moi, il faudrait, je pense, sensibiliser les professionnels et les bénévoles, parce que ça, je pense que c'est une question de formation, mais pas forcément que. Parce que je pense que ça peut totalement passer par la sensibilisation, parce que je sais que dans des expériences professionnelles déjà vécues, tu entends, tu vois un bénévole ou un professionnel parler d'une certaine manière à une personne, et en fait dire des choses qui sont clairement déplacées. Mais en fait, tu vois que dans le fond, c'est pas du tout méchant, mais c'est plus que c'est un langage tellement normalisé qu'on a clairement au fond de nous, et qu'en fait, pour nous, ça nous paraît pas déplacé de le dire. Et que du coup, ça demande un énorme effort de déconstruction, de faire gaffe à ça, à chaque moindre phrase, mais que l'effort doit clairement être fait, parce que c'est des questions beaucoup trop importantes, et que selon moi, on peut pas travailler dans un environnement qui se dit inclusif et accueillant, et à côté de ça, parler d'une certaine manière qui est totalement l'inverse, en fait. Ouais, mais au niveau des bénévoles aussi, j'ai entendu pas mal de choses racistes, sexistes, des gens qui ne remettaient pas vraiment en question ce qu'ils pensaient, mais qui venaient travailler, donner du temps à cet endroit-là. Mais aussi les professionnels en soi. Moi, j'étais en bac pro, et c'est une formation très concrète. On ne t'apprend pas vraiment à réfléchir, en fait. Et je pense que beaucoup de professionnels passent par là, par des formations très cartésiennes, très concrètes. Genre, tu dois faire comme ça, la médiation, c'est telle étape. Et on se pose pas des questions, en fait, sur ce qu'on renvoie à la personne qui est en face de nous. Et c'est qu'en arrivant en études supérieures, quand je suis rentrée dans l'université, où j'ai appris à me poser des questions sur les dispositifs, comment est-ce que ça influence les personnes, comment est-ce que ça peut les ramener à des discriminations qu'elles vivent. Et je pense que c'est important, parce que si la personne ne s'y intéresse pas d'elle-même, en fait, elle va rester sur ce poste tout le temps et faire des trucs soit racistes, soit sexistes. Et ça aussi, je pense que ça passe par la formation, en fait. Ça passe par leur donner envie, en fait, de se poser des questions, et faire attention aussi de dire stop, en fait. Là, tu peux pas continuer, même si on n'a pas assez de main-d'œuvre, on s'en fiche, quoi. Là, tu peux pas continuer à faire ça, c'est pas possible. Moi, je sais pas, j'entendais des bénévoles entre nous appeler les personnes par le pays d'origine d'où elles venaient, quoi. Genre, ça, même entre nous, c'est pas possible, quoi, parce que ça montre à quel point tu les considères mal, en fait. Ouais, carrément. Et je pense que
que sur ces questions-là aussi, selon la structure, enfin l'institution du travail que tu fais, je pense qu'elle doit énormément changer parce que toutes les institutions ne vont pas considérer l'accompagnement des personnes de la même manière. Par exemple, si on voit des assos plutôt gros mammouths de type Coalia, etc. Ouais. Et à côté de ça, tu vas prendre plutôt une asso un peu plus militante, comme Un toit, c'est un droit, etc. Je pense qu'ils n'ont pas du tout la même, justement, approche et que de l'avis et du peu d'expérience que j'en ai eu là-dessus, c'est que d'une certaine manière, selon l'endroit ou un autre, les personnes sont considérées soit comme des réelles personnes, soit comme des chiffres ou des statistiques. Et ça, c'est un peu choquant parce que du coup, ça se traduit carrément par la manière de communiquer avec les gens, quoi. Ça dépend tellement en fait de l'association où tu tombes. Je sais pas si ça dépend du nombre ou de la grandeur de l'asso, mais vraiment des personnes qui sont dedans en fait. Si t'as plein de collègues qui te disent ça c'est pas possible ce que t'es en train de dire et qui laissent pas la possibilité de faire ce genre de choses, et tu vas avoir une asso qui est plus ouverte là-dessus. Et au contraire, si tu embauches plein de gens qui se posent pas tellement de questions, du coup ça va se faire comme ça, quoi. Ouais, je pense que l'intérêt est sur les personnes qui sont là, quoi. Ouais, carrément, je suis tout à fait d'accord avec toi là-dessus. Très bien, merci beaucoup pour ces témoignages. Merci de nous avoir écoutés. Désormais, on va faire un petit temps de pause dans le débat pour vous faire découvrir une musique que j'aime beaucoup. Nous allons tout de suite écouter une musique qui me rappelle mes origines et qui met la bonne ambiance. C'est Ayounha de Hamid El Shahri. Bonne écoute.
de retour parmi nous. Vous venez d'écouter Ayunha de Hamid El Shahri. J'espère que cette pause musique vous a plu autant qu'à nous. Moi, c'est Rita. Vous êtes sur l'heure de pointe avec Radio Quartier des Ondes. Et on est avec Marine, camarade de promo en Master IDS à l'Université de Rennes 2. Et avec qui nous étions en train d'échanger sur la question de l'intervention sociale auprès de personnes en situation d'exil. Juste avant la pause, nous étions en train d'échanger autour du manque de formation des professionnels et des bénévoles au travail social avec des personnes en situation d'exil. Maintenant, j'aimerais bien qu'on parle du ressenti que nous avons vécu, en gros, des risques psychosociaux en fait, qui sont liés au travail avec un public en aussi grande précarité. Donc toi, Marine, comment tu as vécu cette expérience du point de vue mental ? Je me rappelle d'une expérience très prenante, émotionnellement. Je me souviens que parfois, j'avais du mal à dormir le soir quand il y avait des situations compliquées. Et je crois que c'est aussi un peu pour ça que depuis, j'ai pas tellement retravaillé avec le public en grande précarité. Je m'intéresse pour l'instant à d'autres publics qui peuvent être en grande précarité, mais c'est pas la majorité des personnes. Donc ça prend moins de place, j'ai l'impression. Ouais, je suis d'accord avec toi. Enfin, en fait, vu que c'est un public qui est, encore une fois, très peu soutenu par les pouvoirs publics, c'est en fait quand tu travailles avec les personnes exilées, déjà quand tu vas poser la question de parcours de vie, c'est des choses qui sont très 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 compliquées à raconter pour eux comme à écouter pour nous. Et en fait, c'est des postes où t'as énormément de négativité parce qu'il y a très peu de solutions. Il y a très peu de points positifs et de bonnes nouvelles, en fait, parce que la plupart des démarches, même administratives, que tu vas faire, pour la plupart, elles vont être refusées ou elles vont être retardées. Et dans les délais d'attente aussi, c'est très compliqué d'accompagner les personnes, quoi. Ouais, ça, je pense que ça joue énormément sur le long terme, sur ton moral. Quand tu accompagnes quelqu'un... En fait, on accompagne des personnes pour que leur parcours soit moins pire, en fait. C'est pas pour qu'il soit agréable. Et donc, là-dedans, je pense qu'on peut vite être démoralisé, en fait, baisser les bras. Parce qu'on sait très bien qu'on ne peut pas leur proposer de solutions qui soient satisfaisantes pour nous, en fait. Toutes les solutions qu'on leur propose, elles ne vont pas forcément avec la dignité humaine. Enfin, on leur propose que du moins pire. Et c'est aussi... tu te sens pas soutenu, quoi. Tu te sens pas soutenu par l'État, par le monde du social en général. Tu te sens pas soutenu non plus dans ce que tu peux leur proposer, quoi. Ouais, complètement. Et aussi, c'est dans des situations, comme tu as dit, plutôt inhumaines, en fait, je trouve, parce que on parle d'inclusion, on parle d'insertion, etc. Mais en fait, non, là, on est vraiment sur des bases de droits humains tout simples, c'est-à-dire trouver un toit, trouver de la nourriture, trouver un endroit où scolariser ses enfants. Ouais. En fait, c'est des choses qui sont complètement inhumaines. Et du coup, quand tu travailles avec ce public-là et que je sais, par exemple, à Utopia 56, quand j'étais en gros chargée du pôle famille, et donc je travaillais dans l'hébergement d'urgence des familles. Donc je devais mettre à l'abri, en gros, toutes les personnes qui me contactaient dans la journée. Sauf que avec les moyens que l'on a, c'est très compliqué. Et donc des fois, en fait, tu avais la fin de la journée, t'avais pas mis... tout le monde n'avait pas un toit sur la tête. Et du coup, tu savais, tu rentrais chez toi avec la connaissance qu'il y avait des familles, donc avec des enfants qui dormaient à la rue. Et c'était horrible. J'ai eu pas mal de nuits aussi où je faisais des cauchemars, je dormais très mal. Plein de moments aussi où ça m'a aussi un peu coupé du monde social parce que en fait, t'es en colère contre la société, t'es en colère contre le monde. Et moi, je me sentais incapable dans ces moments-là d'aller juste boire un verre avec des copains après et d'entendre juste quelqu'un se plaindre sur
je sais pas, le bus, quelque chose comme ça, mais qui a tout à fait sa légitimité. Mais en fait, à ce moment-là, c'était impensable. Du coup, ouais, c'est une expérience qui est très, très irritante, je trouve. Ouais. Je pense qu'il y a aussi quelque chose à faire au niveau de comment les structures gèrent les employés, les bénévoles là-dedans. Moi, dans mes formations, j'ai souvent eu plein de cours sur mettre de la distance entre la personne que tu accompagnes, ne pas être dans l'empathie, pas dans la compassion, tout ça. Et j'ai toujours trouvé que c'était... bien sûr, c'est un apprentissage qui se fait sur le long terme. Tu gères mieux les situations, plus tu travailles, plus tu te sens quand même capable de gérer tes émotions. Mais c'est faux, en fait, qu'on peut totalement se décrocher en fait de ce qu'on ressent et de la relation qui est tissée, parce qu'on tisse des relations, surtout si c'est du long terme, en fait, si tu les vois régulièrement. Et je pense que c'est pas vrai qu'on peut faire ça, et il faut qu'on se dise que ok, c'est pas possible de se détacher totalement, c'est pas possible de pas ramener des fois chez soi des choses, c'est pas possible de ne pas pleurer des fois, et en fait qu'on se dise ça et qu'on s'organise autour de ça, qu'on se dise voilà, on organise le temps de travail là-dessus, on organise de la supervision. Il y a plein de choses qui sont mises en place par des associations qui peuvent faire exemple en fait pour les autres. Il y a aussi les formes d'astreinte en fait, où tout le monde fait des astreintes, même les directeurs, les bénévoles, les professionnels. Et ça fait qu'il y a moins de monde sur place le week-end, parce que ça, pouvoir couper le week-end, je pense que c'est hyper important aussi. Voilà, je pense que ça mérite une bonne organisation, plutôt que de dire aux professionnels, vous n'êtes pas professionnel, vous ne savez pas couper, vous ne savez pas faire de distance entre vous et ceux que vous accompagnez, de se mettre d'accord sur le fait que de toute façon, on va pouvoir faire de notre mieux, mais ça ne va pas être parfait, quoi. Ouais, et qu'on est juste tout simplement en dehors du fait d'être professionnel. En fait, on est des humains avant tout, des humains empathiques, avec des émotions. Et que des fois, oui, c'est OK de pleurer, c'est OK de ne pas pouvoir décrocher complètement, mais juste, il faut savoir travailler avec ça sans que ça nous bouffe forcément. Et je sais que, par exemple, dans pas mal d'associations, notamment Utopia 56, il y avait une liberté de parole assez énorme sur ça. On pouvait tous parler du fait que ça allait pas bien, ou par exemple aussi, si on travaillait tard le soir, on n'avait même pas besoin de prévenir, on pouvait arriver à 14h le lendemain parce qu'on avait besoin d'une grasse matinée, on avait besoin de repos, qu'on avait aussi une psychologue à disposition, un numéro de psychologue qu'on pouvait appeler et voir gratuitement, donc avec qui on pouvait parler soit en face-to-face, soit par téléphone. Et je trouve que c'est des dispositifs qui sont hyper importants à mettre en place, parce que c'est nécessaire et que c'est tout à fait utile, en fait, pour ne pas pousser des personnes, que ce soit bénévoles ou professionnelles, vers des dépressions, vers des burn-out. Voilà, quoi. Ouais. Je pense que Utopia 56, c'est le bon exemple qui met ça en place. Mais en fait, il y a plein d'assauts... mais pas que dans l'exil, il y a aussi sur les violences sexistes et sexuelles, les personnes qui sont accueillies. Des fois, ça fonctionne vraiment comme des usines, et ça, c'est pas tellement pris en compte par plein d'associations, plein de structures au-delà des associations. Surtout dans le monde associatif, en fait, où on fait des heures... on dépasse tout le temps le cadre horaire. Ça, je pense que c'est plus possible qu'on reste là-dessus. Surtout quand tu fais un métier qui t'épuise autant mentalement, émotionnellement. Ouais. En conclusion, y a pas mal de choses à revoir dans le travail social. En tout cas, c'est la fin de ce temps d'échange. Merci à mon invitée Marine. Merci à toi. De nous avoir partagé son expérience. Merci à vous de nous avoir écoutés durant ce temps. Vous étiez avec Rita et Marine sur l'heure de pointe à Radio Quartier des Ondes. De plus, si le sujet du jour a suscité votre intérêt, n'hésitez pas à nous contacter à travers le compte Facebook de la Maison d'Immigration qui s'intitule la MAMI. Merci encore, belle journée à vous et à très vite. Are you the one who's on the radio station? Quartier des Ondes. Et si c'était toi qui prenais le micro?